Hop, et diffuser. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre live qui voit enfin le jour après presque un mois de préparation et de galère. Comme je vous l'avais annoncé lors du report du live, c'est à l'image de nos saisons respectives, puisque comme vous le voyez au titre, nous faisons ce soir un petit tour d'Europe des saisons compliquées. Et nous avons des intervenants qui ont malheureusement vu leur équipe reléguée en cette fin de saison, mais aussi un intervenant qui, comme nous, a vu son équipe obtenir le maintien à la dernière journée du championnat. Alors, petit tour des intervenants, nous avons donc en débutant en Angleterre le CM de Leeds France qui nous parle évidemment de son club qui a malheureusement été relégué aux côtés de Leicester et Southampton. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a le CM de Leicester City France pour continuer en Angleterre avec la grosse relégation surprise de cette saison. Bonjour. Salut. Ensuite, on part direction la France avec Emeric qui va nous parler du FC Nantes qui a obtenu son maintien à la dernière journée de Ligue 1 comme le FC Valence ou plutôt le Valence CF. Salut à tous. Et on passe normalement les Alpes pour retrouver la Sampdoria. Malheureusement, il n'est pas encore avec nous, donc on espère l'avoir d'ici son intervention, mais normalement il sera là pour nous parler du club italien. Et pour conclure, nous serons donc avec Chris et notre bien-aimé Valencia Club de Football. Bonsoir Chris. Salut à tous. Et donc de mon côté, pour ceux qui débarquent des autres communes ou ceux qui tout simplement ne le savent pas, je fais partie de l'équipe VCF France via le YouTube et je vais me charger de l'animation du live ce soir. Voilà, donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat et je ferai de mon mieux pour les relayer le moment venu. Dernière petite info avant de laisser la parole. Si vous souhaitez retrouver certains intervenants sur les réseaux sociaux, toutes les infos sont actuellement dans la bio de la chaîne, jusque demain soir a priori. Et après demain soir, elles seront disponibles dans la description de la VOD qui sera disponible sur YouTube. Donc demain soir. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je le répète au cas où. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, du coup, vous pourrez rattraper ce que vous n'avez pas entendu à cet endroit. Sur ce, il me semble que j'ai un petit peu fait le tour de cette présentation et je vais laisser la parole au CM de Leeds qui va tout nous raconter sur cette saison très compliquée. Je te laisse la parole. Oublie pas de te démute, hein. Oui, c'est bon. Merci. Ouais, c'est un peu. Ok. Donc voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Théo, je suis chef de Leeds FR. Ça fait maintenant sur Twitter, là, je dirais, je crois que c'est la 5e saison et donc l'année prochaine la 6e que je vais couvrir. Voilà, donc sur cette saison, bien comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, Leeds a été relégué après être revenu seulement en première ligue en 2021. Donc on a passé seulement donc au bout de la 3e saison où on revenait en première ligue et ce depuis 18 ans. Eh bien on s'est malheureusement on n'a pas réussi à se maintenir. On était dans la course avec Leicester et Everton et finalement c'est Everton qui est resté et on est passé à la trappe. Donc comment ça s'est passé d'abord début de saison. On commence avec l'entraîneur qui est Jesse Marsh. Jesse Marsh qui a été maintenu à son poste et qui avait remplacé Bielsa l'année dernière. Et donc qui avait maintenu le club lors de la dernière journée à la 17e place. Donc on commence avec Jesse Marsh et
le début de saison et on va dire le mois d'août est très bon, notamment avec la victoire contre Chelsea à domicile sur score de 3-0, où on a vu vraiment où c'est peut-être le match référence de Leeds avec toutes les nouvelles recrues qui s'incorporent bien. On peut parler d'Aronson, on peut parler de Sinistera, etc. Donc vraiment un début encourageant où par rapport à l'année d'avant, où on avait quand même du mal à voir ce que Jesse Marsh voulait faire, où c'était quand même très poussif et on s'était maintenu juste parce qu'on était on était un peu meilleur que les autres mauvais, si je peux le dire ainsi. Mais voilà, début de saison encourageant, pas mal de recrues, même s'il y a la perte de joueurs clés comme Rafinha parti à Barcelone, comme Calvin Phillips parti à Manchester City. Mais on commence bien cette saison et donc prometteur. Ah, cependant, ça va vite se décanter et se décanter vers le bas. Donc, à partir de septembre, on va quand même être beaucoup moins entreprenant, beaucoup moins fort, beaucoup moins régulier dans le jeu, beaucoup moins entreprenant. Quand les autres vont commencer à progresser, nous on va stagner. Et ainsi, on va commencer à être vraiment à chaque match à être redominé, à ne pas jouer un beau football, à beaucoup se remettre sur les individualités. Je pense à Rodrigo, je pense à Sinistera, etc. Je ne sais pas si je vais trop vite ou non dans mon déroulé. C'est vrai que j'ai pas préparé, donc je fais ça un peu. Non, bah Donc je écoute, sais pas si vas-y, et puis de toute façon, de notre côté, on aura toujours des questions à la il fin y aura si des questions, nécessaire. vous voyez pas de souci. Ouais. Donc bon emballant. Je pense que comme tous cette saison, il y a eu un avant et après la Coupe du Monde avec l'arrêt en novembre. Et c'est vrai que Leeds avant l'arrêt de la Coupe du Monde, euh, Leeds aura une victoire importante contre Liverpool et globalement même si c'est pas flamboyant, même si Leeds n'est pas non plus très très au-dessus de la zone de relégation, on est quand même relativement pas inquiet pour la menace de relégation pour 2 points précis. D'abord, première chose, on se dit que la qualité des joueurs peut faire l'affaire. Et deuxièmement, quand on voyait aussi la faiblesse de nos adversaires, ça faisait quand même penser à la saison précédente. Et donc à cet arrêt de la Coupe du Monde, c'est vrai que Leeds n'est pas au mieux, mais on se dit qu'avec un ou deux ajustements au mercato hivernal euh, et pouvoir parce qu'on n'est pas, nous sommes pas non plus l'équipe de première ligue qui va envoyer le plus de monde à la Coupe du Monde. Donc on se dit qu'avec une base de travail qui va pouvoir être faite pendant la trêve, il n'y a pas trop, voilà, pour faire un état des lieux, il n'y a pas trop d'inquiétude. En tout cas, bien sûr qu'elle peut en être. De toute façon, c'est un peu chez les supporters de Leeds et autour du club de Leeds en général, c'est tout le temps un pessimisme latent qui règne autour de ce club, de sa destinée, voilà, etc. Mais voilà, plutôt confiant. Il y a l'émergence de Gnonto, quand même, le jeune Italien qu'on vient de recruter. Et retour de Coupe du Monde. Malheureusement, tout se passe quand même mal, voire très mal. Donc fin décembre et janvier qui sont exécrables d'un point de vue comptable et d'un point de vue footballistique du jeu. Ce qui fait que dès janvier, le mercato hivernal,
Jesse Marsh commence à être remis en cause, mais qui va garder sa place quand même un moment. Et donc mercato hivernal, on fait une recrue, on fait quand même un mercato hivernal qui sur le papier est quand même très intéressant. On recrute notamment Max Weber en défense centrale, qui va être certainement l'un de nos meilleurs joueurs sur toute la deuxième partie de saison. Et nous recrutons la recrue la plus chère de l'histoire de Leeds, quand même à noter, qui est Jorginho Rutter, et qui par la suite, l'attaquant français jeune, 20 ans, 21 ans, qui est acheté pour une trentaine de millions à Hoffenheim, et qui va malheureusement ne jamais avoir sa chance, ne jamais être titulaire en première ligue et n'avoir un nombre de minutes ridicule par rapport à l'investissement, et surtout par rapport à la situation dans laquelle est Leeds. Donc du coup, janvier n'apporte sur le papier les garanties que le club sait qu'il est quand même un petit peu en danger pour la relégation, mais cependant, ça va pas se traduire sur le terrain. Février est quand même très mauvais, et ça mène, alors je sais plus exactement, c'est dans ce sens-là, je sais plus si c'est fin février, début mars, mais Jesse Marsh va être mis à pied, va être viré de Leeds, et donc il laisse Leeds dans un état qui en tout cas n'a pas été amélioré par rapport au moment où il l'a pris. Ce qui fait naître d'ailleurs tout un débat par rapport au fait qu'on a viré Marcelo Bielsa l'année précédente pour beaucoup moins, en tout cas une justification moindre que ce pourquoi on a attendu pour virer Jesse Marsh. Ensuite, prendra en intérim Skubala qui était déjà dans le club, qui était en interne, donc qui prendra l'intérim pour à la suite de Jesse Marsh, et qui commencera par un match nul 2-2 à Old Trafford. Après en menant 2-0 à Old Trafford, donc pour le premier match, je rappelle que c'est pas forcément peut-être évident pour tout le monde, mais que Manchester United Leeds est l'équivalent est la plus grosse rivalité pour en tout cas pour les United et pour Manchester United, même si ils ont évidemment Liverpool, mais c'est une énorme rivalité. C'est ce qu'on appelle le derby des deux roses, donc qui fait référence aux deux comtés historiques et de Leeds et de Manchester, et qui a toute une histoire derrière. Donc juste retenir que c'est vraiment un derby très important, et en tout cas une rivalité très importante. Et donc Skubala fait cet exploit entre guillemets de ramener un point, et avec ce point il va on va dire qu'il va être pas confirmé, mais on va se dire que peut-être c'est pas si pressant de trouver un entraîneur pour remplacer Jesse Marsh. Cependant, comme souvent, l'effet du changement de coach peut-être, etc. Mais ça s'est vite dissipé, et on s'est vite rendu compte que malgré que Skubala ne soit pas quelqu'un de mauvais, ou ne soit pas relativement mauvais entraîneur, etc., il faudrait quand même quelqu'un avec de l'expérience, un vrai entraîneur, si je puis dire ainsi, même si ça c'est pas un terme qui me plaît particulièrement, mais un entraîneur en tout cas confirmé, etc.
C'est donc à ce moment-là où nous sommes, on est aux alentours de la 18e place et on ne fait que s'échanger. On est un peu au-dessus, souvent 17e. Après, on redescend à la 18e. On repasse sous le coup d'un nul ou d'une victoire à l'arraché à la 16e, 17e. Mais faut se dire que pendant tous ces changements d'entraîneur-là, on ne quitte pas la zone on ne quitte pas la menace de la relégation. On ne quitte pas autour de la 17e place. Arrivera donc Ravi Gracia. Ravi Gracia, donc qui a été l'entraîneur, qui est un entraîneur espagnol, mais qui a entraîné pas mal en Angleterre, notamment Watford, Et qui a entraîné etc. Valence d'ailleurs. Et qui a entraîné Valence, oui, effectivement. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Non, ça fait seulement quelques saisons, 2 ou 3 de mémoire. Ouais, après Peut-être Marcelinho, je 2. crois. Non, on a eu Donc voilà. Celades pendant un Ah oui, moment, mais bon. On a eu un enchaînement catastrophique, nous. Hein. Je te laisse oui, c'est vrai continuer. que c'est vrai, Ravi Gracia. Non, mais du coup, voilà, vous connaissez bien. Ravi Gracia qui arrive et premier match et première victoire à domicile. Donc voilà, enthousiasme. On se dit qu'on va pouvoir se sauver, etc. En plus, les joueurs semblent avoir repris de l'allant. On a une connexion peut-être imaginaire, mais où on se dit ça y est, Rodrigo qui est notre meilleur joueur, les deux Valencians qui vont nous faire maintenir, donc c'est nickel. Et finalement, on gagne ce premier match. Ensuite, on fait un match nul contre contre West Ham, et où globalement on n'est même pas meilleur, mais on fait jeu égal, etc. Bon, après West Ham n'était pas non plus dans sa meilleure saison, mais voilà, des signes encourageants sur les 2-3 premiers matchs de Gracia et qui ensuite deviendront une catastrophe. Ce qui va mener à des séries absolument lunaires où on va en faire un enchaînement de 3 matchs. Donc contre Arsenal et je veux pas dire de bêtises pour l'enchaînement précis, mais on va faire un enchaînement de 3 matchs où on va prendre 16 buts en 3 matchs, on va prendre 6 buts, 5 buts et 5 buts contre Palace, Arsenal, et je préfère oublier la troisième. C'était vraiment un calvaire. On est tout de suite devenu la pire défense. Bon, à qui la faute? Bon, c'est forcément de toute façon des torts partagés. La défense qui a toujours été un problème, déjà sous Bielsa, sous March, et tout le monde. Donc finalement, ça, on peut pas l'imputer à un coach. Maintenant, un coach est aussi bon. De toute façon, voilà, la défense est absolument chaotique. Ensuite, Meslier, gardien, est vraiment une passoire cette saison. Et donc tout va mal. Le Gracia, hormis son premier match, n'arrivera plus à gagner. Et à ce moment-là que arrivé fin avril, Leeds est 18e, mais dans une situation vraiment très pessimiste, très catastrophique. Leeds, en avril, à 4 journées de la fin, va décider de virer Ravi Gracia pour prendre donc un quatrième entraîneur pour l'année et pour la saison, et donc va faire appel à Big Sam, à Sam Allardyce. Donc c'était assez incroyable quand même. On a appelé Allardyce. Là, c'est la pure définition de pompier, où on appelle un vieux de la vieille, un habitué des piges, un habitué du championnat. Voilà, on en revient vraiment aux fondations, aux fondamentaux, et on espère juste un électrochoc, quelqu'un qui puisse bouger tout ce monde.
et pour pouvoir se maintenir, sachant que sur les 4 matchs, il y a quand même au programme Manchester City, il y a quand même Brighton et il y a quand même Tottenham. Donc c'est mission quasi impossible, mais au point où on en est, Ravi Gracia, c'était plus possible. Et finalement, là où le board a mis peut-être une éternité, on va dire beaucoup trop longtemps à décider. Juste, on te perd un petit peu au niveau son avec ton micro. Ah oui, peut-être que... Ah, D'accord. c'est beaucoup mieux. Ok, oui, c'est moi qui ai... Pas de souci. Donc, je disais, là où le board avait mis une éternité, ou du moins très longtemps, à se décider sur l'avenir de Jesse Marsh, où il y a quand même eu 2 mois de rumeurs avant que finalement le club statue. Pour Gracia, ils n'ont pas attendu la fin de saison et la chute, et on a confié les 4 derniers matchs à Sam Allardyce dans une mission impossible, en se disant que perdu pour perdu, on va prendre quelqu'un d'excentrique, quelqu'un qui, selon ses dires, n'est pas moins fort que Guardiola ou Arteta et qui est à leur niveau pour pouvoir se maintenir. Pas de chance, ou évidemment, il n'y aura aucune victoire lors de ces 4 matchs et Leeds sera relégué lors de la dernière journée avec une défaite contre Tottenham, et de toute façon ne pouvait pas se maintenir parce que Everton avait fait le... Là, il y a un gros bruit, là, je pense que... Nous, on t'entend. Nous, il n'y avait pas de gros bruit. Mais du coup, j'en profite pour te poser une question le temps que tu sois mute, en espérant que tu m'entends. Une question qui vient du chat et que je me permets de compléter. Donc la question initiale étant que est-ce qu'on n'a pas tendance à virer les entraîneurs aux premières défaites sans leur donner le temps d'installer leur jeu? Et je compléterai justement avec le fait que bon, tu as à la base Jesse Marsh qui est un entraîneur quand même un minimum réputé de par ce qu'il avait pu faire avant. Tu as un effectif qui est construit pour lui. Et tu te retrouves au final avec Javi Gracia. Bon, on en pense ce qu'on en pense. Moi personnellement, je suis pas une grande fan. Et tu te retrouves au final à jouer avec Big Sam, qui est littéralement, pour ceux qui suivent pas forcément l'APL, c'est Monsieur Maintien, quoi. C'est vraiment un jeu basé sur la solidité défensive, mais qui du coup, à mes yeux, et je suis ça d'un petit peu plus loin que toi, mais me semble pas du tout correspondre à l'effectif en place. Donc je complète en disant, est-ce que au final, pour toi, ça a été judicieux de virer Jesse Marsh, sachant que du coup, le résultat a été le même, à savoir, enfin, le même non, parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait été avec Marsh, mais en admettant que Marsh ait été relégué, moi je vous vois l'année prochaine en Championship, et je me dis, là, il me semble qu'actuellement vous avez toujours pas annoncé le nouveau coach, mais du coup je me dis, Oui, exact. est-ce que ça aurait pas été une bonne idée, un Jesse Marsh en Championship avec l'effectif qu'il a voulu construire, plutôt que de repartir sur un tout nouveau cycle. Alors, là où je te rejoins, c'est que les choix, en tout cas les choix de succession, que ça soit les timings, que ça soit les choix, etc., etc. C'était catastrophique, et évidemment, bon, après c'est toujours plus facile de parler a posteriori, mais voilà, quand on voit ce qu'a fait Gracia et quand on voit ce qu'a fait Allardyce, c'est sûr que finalement finir avec Marsh, qui était bon là depuis maintenant 12 mois, c'est sûr que ça aurait difficilement, en tout cas on voit pas trop comment ça aurait pu être pire. Maintenant, là où il y a quand même une nuance à apporter, c'est que déjà le choix de base de continuer avec Marsh pour la saison est discutable, dans le sens où l'année dernière, quand Marsh arrive tout de même à maintenir le club, enfin, il maintient le club quand Bielsa part, Leeds est 17e. Quand Marsh, du coup, le maintient à la 17e place, mais avec quand même un petit regain. Cependant, on a quand même
sur la base des mêmes adversaires que Marche a rencontrés, il a pris moins de points que ce que Bielsa avait pris le reste de la saison. Après, c'est quand même différent. Il arrive en pleine saison, etc. Donc je comprends. Donc ça se comprend qu'on ait voulu continuer avec Jesse Marsh. Cependant, comme tu l'as dit, justement, l'effectif était construit pour lui, l'effectif, etc. Et c'est lui qui a quand même pris des joueurs bien à lui. On a quand même eu Aronson qui nous vient de Red Bull, du groupe Red Bull, donc des joueurs qu'il connaît. On a Christensen qui vient aussi de Salzbourg. En hiver, on a eu quand même Vauber qui est également acheté à Salzbourg. Et le problème, c'est que soit il n'a pas réussi parce que je vais pas non plus, je suis pas hyper spécialiste. Même si j'avais vu quelque chose, je suis pas hyper spécialiste de son Salzbourg et de son Leipzig. Mais on n'a jamais vu vraiment ce qu'était le Jesse Marsh Ball, ou alors il n'a jamais réussi à le faire, ou alors c'est simplement qu'on a vu, c'est-à-dire une équipe qui n'a l'idée que quand elle n'a pas le ballon, c'est-à-dire un gros contre-pressing, etc., dans la veine de ce que fait Red Bull et toutes les équipes depuis Rangnick. Mais c'est vrai qu'avec le ballon, on n'a jamais vu une équipe de Leeds en un an capable de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et finalement, en février, alors a posteriori, on se dit peut-être qu'il aurait fallu le garder, etc. Mais au moment où Jesse Marsh est mis dehors, il y a pas un supporter de Leeds qui, je pense, n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, très rapidement pour conclure sur la question initiale, on a tendance, effectivement, évidemment, on a tendance maintenant à sortir des entraîneurs de plus en plus vite parce que y a de plus en plus d'argent en jeu et donc dès que ça va pas, il faut à tout prix ramener l'argent et éviter la débandade et donc ne pas prendre assez de recul. Mais dans le cas de Leeds, je pense que ça n'est pas viable parce que vraiment il y avait un problème et le fait que il ait été solutionné par une manière pire, c'est-à-dire appeler des entraîneurs qui n'étaient pas forcément plus compétents et qui donc n'ont pas apporté de solution, ne fait pas que Marsh aurait forcément dû rester, selon moi. Ok, mais très intéressant. En fait, je me posais cette question vis-à-vis de l'année prochaine, mais bah, j'imagine que ça dépendra aussi grandement de qui vous allez nommer à la tête de l'équipe. Oui. Alors là, oui, c'est vrai que la situation est un peu particulière parce que on a un changement de board. D'ailleurs, ce serait intéressant qui est son Doria FR parce qu'il récupère notre président, qui est notre ex-président du coup. Et donc là, on a les Américains, les 49ers, qui est une franchise NFL, une propriétaire qui deviennent majoritaires à Leeds. Donc, mais c'est vrai on a aussi notre directeur sportif qui va partir à Séville. Ce qui est, je pense, une très bonne nouvelle pour tous les autres clubs d'Espagne, tant il n'a pas été bon à Leeds. Bah, ça promet. Mais voilà, et donc oui, c'est vrai que c'est assez scandaleux que Leeds n'ait toujours pas annoncé son entraîneur à maintenant 15 jours de la reprise des entraînements. 10 jours même, je sais plus exactement. Ok, et bon, on va devoir passer à quelqu'un d'autre dans pas trop longtemps, mais du coup, Ouais, comment tu vois un petit peu la saison prochaine? Tu vois le club champion, promotion, comment tu vois ça? Alors, champion, ça me paraît compliqué, sachant que Leicester, on va le laisser, sous la gouverne de Leicester France, mais commence quand même déjà à son entraîneur. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je ne vais pas argumenter dessus, mais commence quand même déjà à faire un mercato, à prévoir sa saison. Ils ont quand même pris Harry Winks et ils officialisent aujourd'hui, si je ne m'abuse, Kouadi. Ils sont quand même deux joueurs qui paraissent quand même excellents pour la Championship. Et voilà, Leicester, au vu des moyens et au vu de l'équipe, je pense, devrait, si la saison ne se passe pas trop mal, devrait être champion
sans trop de soucis. Maintenant, Leeds, normalement, on devrait quand même jouer la promotion de par les moyens qu'il y a au club, etc. Mais comme je t'ai dit, c'est quand même assez difficile d'avoir une vue tant les choses ont du mal à se mettre en place. C'est-à-dire que le board n'est pas complètement installé, du coup les départs sont bloqués et du coup les arrivées sont encore plus retardées. On ne sait pas qui est vraiment le directeur sportif, il n'y a pas d'entraîneur. Donc c'est vrai que là on est un peu dans un statu quo qui n'est pas arrangeant du tout et qui permet pas d'avoir une vue optimiste au moins de la saison prochaine, sachant que le championnat sera quand même assez relevé. Donc c'est vrai que par contre la saison prochaine va être quand même très très belle en championship, qui est un championnat qui a quand même beaucoup progressé sur la fin de la décennie 2010 pour l'avoir vu dans la fin des années 2000 et toutes les années 2010, et qui l'année prochaine sera très compétitif et je pense très sympa à voir. Donc Ouais, voilà, je mais suis tout pour à lui, fait d'accord. difficile. Ouais. Ok, bah écoute, un grand merci à toi pour ton intervention et on va tout de suite enchaîner avec le CM, Bravo. le renard de Leicester City France. Ouais, salut. Salut à toi. Alors, je vais procéder, effectivement. Alors, bon, très intéressante l'intervention de mon collègue. Effectivement, je me posais la question sur la suite avec Radrizzani qui va prendre à la Sampdoria. Donc, ils ont l'air d'avoir un petit train de retard sur nous, à ce que je vois. Donc, moi, je vais un petit peu compter la saison de Leicester en partant déjà un petit peu avant, on va dire, un petit peu avant cette saison. Donc Leicester fait 2 5e places d'affilée dans les saisons 2020, 2021 et 2021-2022, remporte, ou plutôt 2019, 2020 et 2020-2021 il me semble, remporte la FA Cup, donc pour la première fois de son histoire, et va faire une anonyme 8e place en 2021-2022 tout en décrochant une demi-finale de Europa Conference League. Donc très bon résultat. Néanmoins, les supporters comme les observateurs s'accordaient à dire que l'effectif était un petit peu essoufflé euh, et, et que rater 2 fois de suite la Ligue des Champions, déjà, ça pouvait faire mal à l'économie, enfin aux finances. Et puis, ça pouvait peut-être faire mal à la tête des joueurs également. Et puis, d'un point de vue strictement footballistique, du côté des supporters, on s'accordait à dire que le modèle de Brendan Rodgers s'était épuisé. Alors bien sûr, il y a eu les qualifications en Europa Conference League qui ont fait écran de fumée, donc notamment face à Rennes, face au PSV Eindhoven, puis ensuite la défaite face à Rome. Et donc Leicester termine à une anonyme 8e place sans Coupe d'Europe pour se focaliser sur une saison où les Foxes visent très clairement le milieu de tableau. Alors cette saison, elle est très particulière parce qu'elle commence par un mercato totalement anonyme. Leicester recrute seulement 2 joueurs sur cette fenêtre, donc Woodface dans les dernières heures du mercato et Alex Smith-Eyes, puisque en 3e gardien, c'est un gardien de Cardiff, puisque Kasper Schmeichel est parti du côté de Nice. Donc ce détail a une importance évidemment, puisque Leicester connaît 2 départs majeurs cette saison. C'est celui de Kasper Schmeichel qui n'était pas prévu et qui est intervenu de manière subite, j'ai envie de dire, enfin tout de suite quoi. Et puis évidemment Wesley Fofana qui est parti alors que la volonté de Leicester était de le garder à tout prix. Donc il est parti au dernier moment selon les conditions de Leicester à Chelsea pour environ 80 millions si je ne me trompe pas. Mais Leicester ne voulait pas vendre Wesley Fofana, ça c'est clair et net. Donc Leicester le remplace par Woodface et commence donc la saison même avant la vente de Wesley Fofana. Donc Leicester vise entre la 7 et la 10e place pour cette saison-là, avec un effectif de grande qualité, une petite faiblesse sur le poste de gardien de but, mais de manière générale,
de grande fiabilité dans l'effectif, on va dire. Cette saison va démarrer de manière absolument catastrophique, tant du point de vue des résultats que du point de vue du jeu. Donc du point de vue des résultats, c'est 7 défaites en 9 matchs, sur les 9 premiers matchs, une ouverture de saison catastrophique avec des défaites cinglantes à Brighton, à Tottenham 5-2, 6-2. Et puis il va y avoir ce sursaut avec la victoire à Nottingham Forest. Et puis juste avant la Coupe du Monde, Leicester enchaîne les victoires, enchaîne les clean sheets, a tendance à performer de manière exceptionnelle sur ces matchs avant Coupe du Monde. Il n'y a qu'un seul match que Leicester perd sur, je pense que beaucoup s'en souviennent pour ceux qui ont regardé la Première Ligue, un coup franc magistral de Kevin De Bruyne qui met une barre transversale à Danny Ward, mais sinon incroyable. Et puis donc la Coupe du Monde où un joueur qui a crânement gagné sa place, James Maddison, s'illustre, malheureusement que très peu puisqu'il arrive blessé. Et puis voilà le retour de Coupe du Monde. Et Leicester donc commence par 3 matchs totalement apocalyptiques face à Newcastle, Liverpool et Fulham, avec le gaguesque double but contre son camp de Woodface face à Liverpool. Et donc la grogne du monde, puisqu'en réalité Leicester n'a jamais vraiment été en dehors de la zone de relégation sur toute la saison, hormis la petite période que j'ai évoquée. Et puis en fait, tout au long de cette deuxième partie de saison, Leicester va continuellement descendre. Donc va être 20e, il va végéter un petit peu dans cette zone de relégation, tout en ayant des joueurs et un entraîneur qui sont dans le déni le plus total. Pour preuve, un tweet qui est désormais très célèbre de James Maddison, qui après un match nul contre Brentford, il me semble, vient dire oui, Leicester gagnera sans aucun problème, il n'y aura aucun souci, etc. et se maintiendra, ce qui in fine n'arrivera pas. Donc effectivement, c'est un mélange de déni des joueurs. Je pense de manque de leadership. Le capitaine Johnny Evans blessé toute la saison, Youri Tillmans vice-capitaine qui préparait déjà sa saison future, donc qui se jouera à Aston Villa. Et puis des joueurs trop sur d'eux en réalité. Et puis une tactique totalement désuète de Rodgers qui a voulu switcher, donc faire rentrer les latéraux un peu à la Guardiola et qui n'a jamais fonctionné en réalité. Et donc Leicester a continué à végéter dans cette espèce de marasme ambiant en essayant aussi de se renforcer au mercato. Donc la dynamique sur les 2 derniers mercatos, c'était d'acheter des joueurs plutôt expérimentés ou qui avaient déjà une belle expérience et qui pouvaient amener quelque chose à Leicester. Alors sur le mercato d'hiver, on a essayé de recruter 3 joueurs. Victor Christiansen de Copenhague, Harry Souttar de Stoke, et puis bien sûr Tété, le latéral, l'ailier droit de Lyon. Donc sur le papier, très bon joueur. Premier match de Tété, il performe très très bien face à Aston Villa. Et puis en fait, c'est devenu des flops, totalement les trois joueurs dans leur totalité. Et finalement, Leicester, avec, on le rappelle, le meilleur centre d'entraînement du monde, il faut pas le sous-estimer, donc avec des infrastructures exceptionnelles pour des joueurs, exceptionnelles pour des entraîneurs pour travailler, n'a pas réussi à se maintenir. Donc c'est absolument scandaleux, mais ça résulte d'une direction avec des œillères, des joueurs avec des œillères, et sans conséquence. Et puis un entraîneur qui malheureusement est dépassé, mais Brendan Rodgers, il faut lui rendre quand même ce qui lui appartient. Il a quand même marqué Leicester. Ça a été un très bon entraîneur à Leicester jusqu'à ces 6 derniers mois. Donc Leicester prend la décision de virer Brendan Rodgers le 4 avril, très 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 tard dans la saison, beaucoup trop tard, et de nommer Dean Smith 2 matchs plus tard, donc après un intérim des 2 adjoints. Dean Smith, c'est pas une mauvaise solution. On atteste le fait qu'il parvient à faire quand même des éléments. Il parvient à gagner contre Wolverhampton, à faire des matchs nuls contre Leeds et Everton, 2 matchs que Leicester devait gagner plutôt, et manque de perdre d'ailleurs sans Daniel Iversen, puisqu'il y a eu un changement de gardien au cours de la saison. Et puis en fait Leicester va totalement s'effondrer, notamment avec cette défaite à Fulham qui je pense sonne le glas de Leicester, de la saison de Leicester.
Et malgré 5 matchs sans défaite sur les 7 derniers résultats, Leicester descend. Et je le répète, de manière tout à fait logique, totalement logique et totalement méritée. Que ce soit pour les joueurs ou pour les dirigeants, c'était absolument pas au niveau. Donc désormais, Leicester est à un carrefour de son histoire. Alors on n'est pas au niveau de Leeds. Évidemment, Leeds est un petit peu plus mal que nous, puisqu'il y a ce changement de propriétaire, enfin ce changement plutôt de board, un petit peu mal orchestré. Leicester c'est donc muni d'un nouvel entraîneur, Enzo Maresca, l'adjoint de Pep Guardiola, qui a déjà officié, il me semble, à Parme, je crois. Donc voilà, et puis Leicester va évoluer effectivement, comme le disait le représentant de Leeds, en amenant Connor Cody, Harry Winks, donc les deux transferts sont quasiment faits. Et puis s'intéresse à Joe Pirro, qui est un très bon buteur de Championship, qui joue à Swansea. Et puis évidemment Zach Steffen de Middlesbrough et de Manchester City, qui va venir montrer cela. Donc en fait cette saison, c'était celle du marasme, pour les supporters, mais surtout saison oubliée. Alors moi personnellement, pour tout avouer, je suis supporter de Leicester depuis 10 ans désormais. Et c'est vrai que c'est la pire saison que j'ai vécue. Et malheureusement, cette saison, on pouvait la voir venir en réalité, parce qu'il y avait tellement d'indicatifs qui étaient là. Et puis effectivement, ça partait également du fait d'un manque d'investissement terrible. De conséquences, puisque Leicester a changé son modèle et décidait de plus trop vendre un joueur par saison comme il le faisait, donc avec Harry Maguire, Ben Chilwell, Riyad Mahrez notamment et Danny Drinkwater. Et puis ça part aussi du fait que le sponsor principal est le propriétaire de Leicester, qui s'appelle King Power, et qui est une marque de duty free, c'est-à-dire de vente dans les aéroports, n'avait plus d'argent. Donc effectivement, là, Leicester va vendre cet été. Donc James Maddison, Wilfred Ndidi, Boubakary Soumaré, je pense, vont partir. Timothy Castagne. Il y aura beaucoup de débats. Harvey Barnes, même si il me semble que West Ham et Aston Villa ne sont pas trop chauds. Et va reconstruire. Donc en dépensant, et évidemment, comme le disait mon collègue tout à l'heure, l'objectif de Leicester, c'est d'être champion de Championship. Sachant que le Championship est une compétition extrêmement difficile, très très difficile, et qui ne se fonde même pas sur la valeur en fait des équipes qui sont dans son championnat, mais beaucoup sur l'intensité, sur la continuité, puisque c'est un championnat à 46 matchs, donc très très long. Et donc Leicester va essayer de se reconstruire à travers cela. Mais effectivement, toute saison sans promotion automatique, c'est-à-dire premier ou deuxième, sans être champion, ou même sans dépasser les 100 points, étant donné que Leicester aura vraiment l'effectif, le meilleur effectif du championnat, et de très loin, sera une contre-performance, évidemment. Ok, j'en profite de la petite pause pour lire un petit peu le chat. Donc on a Skito44 ce qui nous dit que même s'il est là pour écouter Emric, c'est un réel plaisir de nous écouter. Bah c'est partagé, on est très content de t'avoir et Emric arrive dans pas très longtemps. Et qui nous dit également que une équipe qui n'est pas prête à jouer le maintien, c'est terrible quand ça arrive. Et je suis entièrement d'accord parce que je pense que ça a totalement été le cas de Valence également cette saison qu'on abordera un peu plus tard. Ouais, c'était ça, Leicester c'était ça, donc symbolisé évidemment par des joueurs comme Youri Tillmans. Alors Youri Tillmans qui restera dans le panthéon des légendes de Leicester, évidemment, parce que c'est un joueur qui a beaucoup amené, beaucoup apporté à Leicester. Néanmoins, effectivement, quand on regarde l'engagement, l'investissement, c'était compliqué. Et puis c'est des décisions sportives, c'est-à-dire que vous ne mettez pas capitaine un joueur, vous ne mettez pas capitaine et vice-capitaine deux joueurs qui vont quitter le club à la fin de saison. Sportivement, c'est très compliqué. Et en fait, le départ de Kasper Schmeichel, alors déjà le départ de Wes Morgan la saison d'avant, mais encore plus le départ de Kasper Schmeichel, ont miné l'équipe et, je pense, miné le vestiaire. Et donc j'ai vu effectivement quelques questions, notamment Harry Souttar. Donc effectivement, Harry Souttar, c'est un bon joueur, effectivement. Alors avec Connor Cody, on va battre le record de la défense la moins rapide du monde, mais effectivement, très bon joueur. C'est un bon joueur. Malheureusement, je pense que associé à Fass, c'était compliqué. Et puis on a la mise à l'écart de Soyuncu qui n'était pas
pas très logique. Et puis j'ai regardé sur Christiansen face Souttar Justin. Effectivement, on partira sur cette défense normalement, même si Justin va peut-être partir. Et puis Christiansen, alors face, on ne sait pas. Je sais que Tedesco l'a rassuré sur obligatoirement qu'il sera pris en compte dans l'équipe de Belgique, même s'il joue en Championship. Moi, je pense que Fas peut partir, hein, très clairement. Je pense que ce sera plus Souttar Cody. Et n'oubliez pas que surtout Maresca aime bien jouer en 3, il me semble 3-4-1-2. Donc je pense que ce sera plus une défense à 3, surtout quand on vise Connor Cody, qui est très à l'aise dans une défense à 3, beaucoup moins dans une défense à 4. Voilà. Petite question que je me pose personnellement tant qu'on parle des transferts. J'ai une impression de l'extérieur, donc tu me diras ce que tu ressens, toi qui suis le club de beaucoup plus près. T'en as parlé un petit peu en disant que vous aviez perdu le modèle de vendre un joueur par saison. Est-ce que vous avez pas un peu raté le moment de vendre Tielemans et comment il s'appelle et Madison? Parce qu'il y a eu un moment où il y avait des offres assez astronomiques quand même pour les deux joueurs. Et je me dis qu'avec les sommes que vous auriez obtenues, qui auraient été, je pense, un minimum de 120 millions, grosso modo, est-ce que t'aurais pas pu reconstruire une équipe pas forcément plus compétitive, mais en tout cas te donner un renouveau au lieu de t'enfoncer un peu dans une espèce de monotonie qui, au final, a conduit à la relégation, quoi. Alors effectivement, alors ce que je veux dire, et je veux quand même replacer dans le contexte, Leicester n'a reçu aucune offre pour Madison et Tillmans sur les années passées, hein. Ah, my bad. C'est-à-dire que C'était que des rumeurs, ouais. Alors non, mais en fait, il y avait un intérêt, hein, Ouais. effectivement. On a parlé d'Arsenal à un moment donné. Ouais, il y avait Manchester Néanmoins, si United Tillmans, aussi, je crois. effectivement, néanmoins, si Tillmans se retrouve à Aston Villa, même s'il y a un très bon projet et que aucun club n'est allé dessus cet été, c'est qu'il y a une raison. Ouais, Voilà. ouais, c'est une saison compliquée pour Bon, lui, je crois. effectivement, Leicester a raté le coche, que ce soit pour Wilfred Ndidi, que ce soit pour Youri Tillmans ou Madison. Alors, Madison s'engage avec Tottenham aujourd'hui pour 40 millions d'euros hors bonus. Donc ça devrait grimper à 50 millions d'euros, il me semble. C'est Donc quand même c'est tout de super même, bien hein, vendu pour le coup. c'est très bien vendu pour une équipe de deuxième division, pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, Leicester, en fait, avait un modèle et avec les différents résultats du club, ne nécessitait plus de vendre un joueur par saison. Mm. Et pour passer dans un nouveau cap, ce qu'aujourd'hui est en train de faire Brighton, hein, d'ailleurs, Leicester aurait dû investir beaucoup plus sur des jeunes joueurs en progression. Et en fait, Leicester s'est trompé de joueurs. Typiquement Patson Daka. Typiquement Boubakary Soumaré. Vous voyez, en fait, Leicester s'est trompé de joueurs. Si vous voulez, Leicester s'est trompé de joueurs. Après, Leicester a également essayé de recruter des joueurs très aguerris. Donc Ryan Bertrand, Yannick Vestergaard. Flop total. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu des grosses erreurs et des manques de chance également. Et puis on a également cette infirmerie parce qu'on parle des ventes de Madison, des ventes de Tillmans, des ventes d'Ndidi, des ventes de Ricardo Pereira. C'est 4 joueurs qui, sur les 3 dernières saisons, se sont blessés. Et on prouvait en fait que physiquement, c'était pas une continuité et qu'il y avait en fait un risque pour les clubs. Je vois sur le capitaine, Kiernan Dewsbury-Hall, c'est une très bonne suggestion. Je suis pas certain que ce sera Kiernan Dewsbury-Hall. Et je pense que ce sera plutôt une recrue, donc type Connor Cody, qui pourrait prendre le brassard de capitaine carrément. S'il n'était pas vice-capitaine, c'est qu'il y avait une raison, de même que pour Vardy, hein, qui est un joueur très expérimenté. Il n'est pas capitaine parce qu'il n'a pas la capacité d'être capitaine, je pense. Donc Kiernan Dewsbury-Hall pour l'avenir, sachant que Kiernan Dewsbury-Hall, il est tout à fait possible qu'il parte pour Luton Town, hein, aussi. Et sur Kelechi Iheanacho, effectivement, moi je pense qu'il partira. Voilà. On a une petite question qui nous dit est-ce qu'on porte assez d'attention à l'esprit d'équipe? Et du coup, que je comprends tel que, au final, quand tu te retrouves dans une saison comme ça, comment toi t'as perçu un petit peu l'attitude, donc t'en as parlé brièvement, mais comment t'as perçu le vestiaire? Comment t'as perçu cette ambiance au-delà du manque de réalisme vis-à-vis de la situation? Alors, c'est
c'est très peu, enfin c'est très subjectif ce que je vais dire, et puis je suis pas psychologue cognitif, et puis je suis pas psychologue d'analyse des mouvements. Néanmoins, bon, quand vous êtes à la 34e journée, que vous avez des défenseurs qui jouent tous les matchs ensemble et qui continuent de s'engueuler sur le terrain sur le placement, il y a peut-être un problème de communication. Donc ça a été le cas toute la saison avec Fas, Castagne notamment, que ce soit Souttar, Soyuncu, Amartey, parce qu'on a eu un nombre de défense centrale incroyable. Moi, je pense qu'il y avait un problème dans le vestiaire. Alors, on sait que lorsque Puel s'est fait virer, il y a eu une pression du vestiaire. Jamie Vardy, Wes Morgan, Kasper Schmeichel. Et en fait, tous ces joueurs sont partis. Et ceux qui venaient dire, en fait, Leicester, c'est pas un club, c'est pas n'importe qui. Et Leicester, c'est un club qui a vécu des années magnifiques et qui a traversé des événements absolument terribles. On se souvient du crash du dirigeant en 2018. Crash absolument terrible et traumatique, et qui a soudé en fait la fanbase et les joueurs ensemble. Et en fait, le fait est que d'amener de nouveaux joueurs et de faire une petite fracture entre l'équipe qui a été dans le titre et qui a été post-titre aussi, il y a eu une espèce de fracture. Et je pense qu'effectivement, ne pas amener assez de renouvellement dans l'équipe, ça a totalement en fait déstabilisé l'équipe pour moi. Et effectivement, je pense qu'il y avait une cassure. Maintenant, il n'y a eu aucun élément qui a filtré sur cette probable cassure dans l'équipe. Moi, je pense qu'il y avait des problèmes dans le vestiaire, personnellement, parce que vous pouvez pas en fait ne pas vous maintenir. Et sachant que sur le terrain, ils jouaient pas ensemble. On avait l'impression qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Parfois, il y avait des passes en retrait sur un coéquipier. Par exemple, moi, je parle de Luc Thomas et de Christiansen qui se faisaient engueuler tous les matchs, alors que ce soit alors pas trop face, mais Tillmans, des joueurs comme ça, qui leur passaient des ballons impossibles à nettoyer, impossibles à relancer, et qui se faisaient engueuler en fait juste après parce qu'ils dégageaient en touche, mais ils n'avaient pas le choix. En fait, quand on joue en équipe, on essaye de mettre à l'aise son coéquipier. Et le fait est que j'avais l'impression qu'il y avait cette espèce de chacun pour sa peau. Et c'était ça aussi le but et l'objet de la saison de Maddison. C'est que Maddison, il fait une saison individuelle stratosphérique exceptionnelle, mais paradoxalement, il vampirise l'équipe, en fait. C'est-à-dire que c'est très individuel, comme Harvey Barnes, c'est très individuel. Ils ont beau être des joueurs exceptionnels, ils jouent trop perso, en fait. Et ça a un peu vampirisé l'équipe, et ça s'est passé comme ça. Voilà. Ok, et dernière petite question du chat, quel numéro 9 vise le club, sachant que Kelechi part, Vardy tiendra jamais physiquement et Daka n'aurait pas le niveau? Alors, donc Kelechi Iheanacho, je pense, va partir. D'ailleurs, moi, je le verrais très bien à l'Olympique de Marseille, mais je suis pas certain qu'il puisse le prendre. Vardy, offre de Trabzonspor. Source pas très fiable, donc on va pas la prendre pour l'instant. Et Daka va vraisemblablement partir pour moi, je crois. Je crois savoir que du côté de l'Italie. Voilà. Et puis, donc quel neuf? Donc Joe Pirot, je sais pas comment on le dit, Pirot, donc un néerlandais. Et effectivement, ce sera donc deux types d'attaquants. Ce sera un attaquant qui sera solide physiquement et un attaquant un petit peu plus dans la profondeur, puisque Maresca va jouer en 3-4-1-2. Donc Joe Pirot, Piroé. Et puis un attaquant plus rapide. Alors je ne sais absolument pas, il n'y a pas du tout de cible, on verra bien. Bon, je vois Blas, il me semblait que Blas était pas proche de Rennes par ailleurs, si je me trompe pas. Ouais, je pense qu'on va Je sais aborder pas. ça juste après, ouais. Ouais, Puis c'est pas tout à fait un ok. pur neuf, quoi, non plus. Ah bah non, puis c'est pas du tout un neuf pour moi. Mais bon, C'est c'est pas le neuf qu'on plus dans la recherche. création que dans la finition, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler des jeunes vite fait et pour conclure, parce on va pas tarder à Oui, arriver au terme, je vais derrière faire 2 minutes sur les jeunes, 2 minutes sur les jeunes et effectivement. juste pour conclure un petit peu comment tu vois la saison qui arrive. Ouais, d'accord. Alors bien sûr. Alors pour les jeunes de Leicester, effectivement, on a une réserve qui est très fiable, alors qui s'est fait reléguer aussi de première division, de première ligue. Comme quoi, Alors moi, sur les c'est jeunes oui, bon, c'est catastrophique cette saison, mais bon. ça traînait dans l'air, on va dire. Mais les filles ont évité la relégation, donc je les félicite d'ailleurs ici, parce que c'était une équipe qui était assez faible, mais qui a évité, donc je les félicite, bravo à elles. Donc pour les jeunes, on a quelques postes à évoquer. Donc il y a les jeunes qui ont percé en équipe première. Daniel Iversen qui va rester à Leicester.
hormis si Zach Steffen arrive. D'accord? Parce que Iversen cherche un poste de numéro 1. Ensuite, chez les très jeunes, on a Sammy Braybrook, qui était capitaine de l'Angleterre, moins de 18 ans, je crois. Très, très, très gros prospect, excellent joueur, qui sera inclus dans l'équipe. De même que Will Alves, qui sont deux joueurs très, 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 très forts, mais qui reviennent de rupture des ligaments croisés. Donc, il faudra faire très attention. Ensuite, si vous voulez parler sur les ailiers, on a un gars qui s'appelle Tawanda Maswanaiz, qui est très, très bon. Donc, ailier gauche. Et puis, je crois que c'est Amani Richards qui joue en attaque, qui sera très bon et donc qui seront intégrés. Et puis, si on joue en 3-4-1-2, il y aura Casey McAteer donc sur la gauche. Et c'est à peu près tout. Et donc là, oui, la dernière descente de Leicester, il me semble que c'est aux alentours de 2002-2003. Et puis la dernière remontée, donc en 2014. Et comment je vois l'équipe, comment je vois la saison, moi, je l'ai dit, hein, je la vois Leicester champion, hormis si le rebuild se passe de manière catastrophique. Ok, bah écoute, un grand merci pour ton intervention, c'était très intéressant et très instructif. Et on va Merci. passer au FC Nantes avec Emeric. Ouais. Salut. Ouais, ben je vais. Salut, salut. Je vais essayer de pas trop faire long pour éviter de faire passer mes collègues à minuit. Je vais essayer de résumer assez rapidement. Donc, on termine, nous, la saison dernière avec une qualification en Europa League avec la victoire en Coupe de France contre Nice. On prend Moussa Sissoko, donc on se dit que c'est intéressant pour son expérience notamment, qui va nous apporter beaucoup sur une équipe qui manque d'expérience justement pour ce genre de compétition pour l'Europa League. On perd Randal Colomwani, qui est donc gratuitement en plus, parce que ça c'est depuis une quinzaine d'années maintenant, et la nouvelle direction, on a l'habitude de ce genre de coups. Voilà, on perd des joueurs majeurs gratuitement. Aujourd'hui, on parle de Randal Colomwani pour une centaine de millions d'euros, donc voilà, belle belle perf. On prend quelques joueurs pour essayer de pallier à tout ça. Donc la saison démarre moyennement avec 6 points sur 15. On se dit que c'est bon, voilà, c'est un début correct sans plus, que c'est pas catastrophique non plus. On joue Angers, on joue Marseille, on joue Strasbourg, on joue Lille, on joue Toulouse. Donc voilà, donc on se dit bon, ok, allez, c'est moyen, mais pourquoi pas. Donc avec Antoine Comboiré qui est à la tête de l'équipe toujours, qui continue, qui a re-signé du coup à la fin de la saison dernière. Donc il y a les émotions en Europa League avec une qualification arrachée, avec des buts dans le Money Time, la Beaujoire qui retrouve la Coupe d'Europe, donc une ambiance incroyable. D'ailleurs, petit aparté, cette année, ça a été une très grosse saison pour les supporters en termes d'émotion, notamment, enfin voilà, grâce aux tribunes, parce qu'eux, ils ont vraiment, vraiment été très, très bons cette saison. Les émotions aussi lors de la double confrontation contre la Juventus. L'avant Coupe du Monde est difficile, mais pas catastrophique. Voilà, ça reste un petit peu sur la lignée du début. On prend Fabien Santonz, donc qui est arrière droit en joker médical. Jawan Adjam, arrière gauche, Florent Mollet, Andy Delors et Joao Victor en janvier. Voilà, donc il y a l'effectif qui change pas mal. On se dit juste avant cette double confrontation qu'on a 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc avec un effectif en plus large, on va se focus sur l'Europa League en se disant que le championnat, bon, ça normalement ça risque d'être on va dire assez facile de se maintenir. Donc on va aller chercher des points par-ci par-là et que ça va le faire. Et puis s'enchaînent les matchs nuls, les défaites. On a une série de matchs sans défaite qui est cataclysmique. On gagne le dernier match le 12 février contre Lorient. Et le match d'après qu'on gagne, en fait, c'est le 3 juin contre Angers. Voilà, donc entre le 12 février et le 3 juin, il n'y a pas une seule victoire.
Donc c'est dire la série un petit peu noire qu'on a traversée. Il y a la Coupe de France qui nous met un petit peu des œillères sur tout le reste. On élimine Lens, Lens qui fait une très grosse saison. On rivalise bien en plus contre Lens dans ce match-là. On élimine Lyon avec un match là aussi très solide et avec un but de Blas incroyable, qui est un but digne d'un top joueur européen. Il y a une finale de Coupe de France aussi contre Toulouse. Bon, celle-là, je passe assez vite parce que ça a été une belle humiliation, mais bon, ça reste quand même un parcours incroyable de revenir en Coupe de France, en finale de Coupe de France un an après l'avoir gagné. On se dit que ça va le faire et puis là c'est la cata, c'est la débandade, il n'y a plus rien qui va. Camboiré n'a plus la main, il y a des histoires de bagarres entre les joueurs à l'entraînement, il y a des sorties en boîte, etc. Il n'y a plus personne aux commandes, c'est catastrophique. Je le disais beaucoup dans les spaces Twitter, mais en fait nous on n'a pas de cadre en fait dans cette équipe-là. Ce qui manque, c'est vraiment des cadres au sens propre du terme, c'est-à-dire des joueurs qui vont être capables de prendre les choses en main dans les vestiaires et de dire les gars, là ça déconne, donc il va falloir y retourner au charbon un peu. Et on croyait beaucoup au début en Moussa Sissoko, moi je faisais partie de ceux qui croyaient beaucoup, et puis on s'est lourdement trompé. Il y a Pedro Chirivella aussi qui s'est révélé comme un leader sur la fin de saison, qui était blessé, qui était out et qui a voulu revenir pour aider l'équipe et qui a merveilleusement bien aidé l'équipe à se maintenir. Donc il y a Chirivella qui potentiellement est un cadre, mais après, hormis lui, on a des bons joueurs, mais on n'a pas de cadre sur l'aspect mental en fait. Sur la fin de saison, il y a Pierre Aristouille qui arrive, qui est nommé en tant qu'entraîneur. Donc Pierre Aristouille qui est du Sud-Ouest, c'est un Landais comme moi, qui est du pays de la chocolatine. Que je connais, donc je ne serai pas le plus objectif pour vous parler de lui, mais je sais que ce que je pense, c'est partagé par la majorité des supporters, pas tous bien sûr, mais une grande majorité. Donc c'est l'entraîneur des U19 qui prend l'effectif. On sent qu'il y a un lien direct avec les joueurs, on sent que ça passe bien au niveau des entraînements, au niveau des retours d'anciens joueurs qu'il a pu avoir. Dans le discours même des joueurs de l'équipe 1, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec lui. Mais il a 4 matchs pour sauver le club, sachant qu'on est déjà en position de relégable. Donc on sait que ça va être très très compliqué, que ça va être une galère monstre. Mais dans les premiers matchs, on sent du mieux. Alors que les joueurs étaient vraiment anéantis, sincèrement, c'était... ça faisait vraiment peine à voir, quoi. Ça faisait beaucoup de peine voir la tête des joueurs. On s'est dit, mais on se maintiendra jamais, quoi. Personne n'y croit. Les joueurs, ils sont dépités, ils sont désarmés, on ne sait plus quoi faire. Et puis il réussit finalement son pari avec un maintien à la dernière journée, une victoire 1-0 contre Angers, et dans le même temps Lens qui gagne Auxerre et qui nous permet donc de se maintenir. Et puis quand on fait le bilan, on est très déçu des arrivées qui n'ont rien apporté. Alors je mets un petit bémol sur 3 joueurs quand même, notamment sur un, Mostafa Mohamed, qui reste quand même très apprécié par la majorité des supporters, d'ailleurs qui a signé l'option d'achat qui a été levée. Donc il reste, et pour le moment en tout cas il reste, parce qu'il y a déjà des départs, il y a des rumeurs de départ déjà, donc c'est incroyable. Santonz aussi, je vais le mettre un petit peu en bémol, même si à la fin c'était vraiment très très galère pour lui. Il avait les yeux au niveau de la bouche, c'était incroyable, il était fatigué, il était épuisé, on n'en pouvait plus. Adjam aussi qui reste une bonne pioche, je pense, mais encore un petit peu léger, un petit peu léger peut-être pour être titulaire au poste d'arrière gauche. Ganago aussi, très bonne recrue, mais il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu. Et avec Pierre Aristouille, on sent que peut-être il aura un petit peu plus de temps de jeu parce que il a la confiance de Pierre Aristouille. Et Ganago, c'est un joueur qui a eu une saison très très compliquée. Il a perdu sa fille. Il a perdu sa fille, donc un drame
au début de l'année et malgré ça, il a quand même fait une belle saison. Donc voilà, donc chapeau à lui au passage. Voilà. Et puis là, le mercato il commence difficilement aussi. On va perdre des joueurs majeurs, on le sait. Il y a voilà, on vous en parlait tout à l'heure avec notamment Ludovic Blas. J'y reviendrai si jamais il y a des questions autour de lui. Et puis il y a des agents qui gravitent autour du FC Nantes qui sont en garde à vue à l'heure actuelle. Franck le fils de Valdemar, le président du FC Nantes, et Franck Kita, qui est directeur général, qui lui aussi est en garde à vue pour des histoires un petit peu louches. Voilà, ceux qui suivent un petit peu le championnat de France et qui ont déjà suivi un petit peu les histoires à Nantes sont pas surpris. Nous, on se disait, enfin quand même, c'est pas trop tôt. Donc voilà, je sais pas trop où ça va. Et je vais terminer en mettant un coup de projecteur quand même sur les jeunes qui sont quand même une belle réussite et une fierté pour nous cette année, puisqu'ils sont champions de France après leur victoire contre le PSG d'Mbappé. Alors bien sûr du petit frère d'Ethan Mbappé, mais voilà. Mais champion de France encore une fois, les U19, voilà, les U19 qui ont été portés par Pierre Aristouille, donc qui a été maintenu entraîneur de l'équipe 1 pour la saison prochaine. Ok, bah écoute, petite question de ma part vis-à-vis du justement, t'en as parlé du parcours que vous avez fait en Europe qui est très impressionnant, loin d'être ridicule face à la Juve, c'est quand même quelque chose. Un parcours encore une fois incroyable en Coupe de France, deux fois en finale. Si tu t'appelles pas Paris, c'est très 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 impressionnant. Comment t'expliques cette différence de résultats entre les matchs de coupe et les matchs de championnat? Sincèrement, c'est très difficile à expliquer. Alors, il y a une théorie sur le fait que certains joueurs choisissaient leur match, notamment Ludovic Blas, parce que c'est vrai que le Ludovic Blas en Europa League, en Coupe de France, et en Coupe de France, n'a rien à voir avec le Ludovic Blas qu'on a eu sur cette deuxième partie de saison, et voilà, qui a été très laborieux, on va dire. Euh, alors, c'est pas ma théorie, parce que je pense pas que les joueurs choisissaient leur match. Je pense qu'il y a eu une espèce de ferveur, il y a eu une envie monstre de la part de ces joueurs-là de jouer des matchs importants et des matchs à enjeu comme ça. Et puis, encore une fois, il y avait cette ferveur aussi à la Beaujoire qui était incroyable contre Fribourg. On prend, si je dis pas de bêtises, 4-0. J'ai un doute, 3 ou 4, non, 4-0. Ouais. On prend 4-0 à domicile par Fribourg. Et pourtant, le public est là. Contre l'Olympiakos, pareil, il y a un public qui est là et qui pousse. Et contre Karabag, à la fin, pareil. En fait, on a vécu que ça. En Europa League, c'était que ça. On avait l'impression d'être vraiment dans une ambiance européenne, comme si on n'avait jamais quitté en fait l'Europe. Et ça, c'est pour ça que je tenais, voilà, encore une fois, à féliciter tous les supporters qui avaient la Beaujoire cette saison, parce que je pense que sans ça, ça aurait été encore plus compliqué, et en Europa League et en Coupe de France. Donc moi, ma théorie, c'est que le public a vraiment transcendé les joueurs sur ces matchs-là. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde un petit peu, on prend 3-0 à Karabag, le retour, on gagne 2-1. Contre l'Olympiakos, on perd chez eux et on gagne chez nous. Donc il y a vraiment cette sensation-là aussi, quoi. Ok, et niveau coach, donc du coup, comme tu l'as dit, il y a Aristouille qui est arrivé à la place de Comboiré. Donc j'ai regardé un petit peu son parcours parce que je t'avoue que je ne le connaissais pas et du coup c'est quelqu'un qui a entraîné votre réserve ainsi que vos U19. Comment t'envisages un petit peu le futur avec un coach qui au final n'a vraiment aucune expérience du très très haut niveau si ce n'est les quelques derniers matchs qu'il a pu disputer en fin de saison? Alors déjà, en fait, il est formé au FC Nantes, Pierre Aristouille. Il a joué à Mont-de-Marsan dans les Landes, et puis après, il a été repéré par le FC Nantes. Il est allé là-bas, et en fait, il avait le choix entre plusieurs clubs, de Ligue 1, enfin de première division du coup à l'époque.
Et en fait, il a été subjugué par la Beaujoire, par la Jonelière, par les installations, par les gens qui travaillaient au club à cette époque-là. Et notamment, après, il a eu Reynald Denouex comme entraîneur. Et il y a encore un lien très fort entre les deux. Et ça, ben, forcément, dans l'esprit des supporters nantais, ben, ça parle beaucoup. Et donc il a, alors c'est étonnant parce qu'il a joué que très peu de matchs avec l'équipe 1 pendant son parcours au FC Nantes, mais il est champion de France puisqu'il a joué 1 ou 2 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises, lors du titre de champion de France, du dernier titre de champion de France. Donc il connaît, en fait, c'est ce qu'il a dit lui-même en conférence de presse, il connaît ces ambiances-là de très haut niveau. Après, c'est vrai que comme entraîneur, c'est autre chose. Moi, très sincèrement, j'y crois beaucoup, j'y crois même énormément parce que il a ce côté, ce lien un petit peu paternel avec les joueurs. J'ai l'impression que les jeunes joueurs comme les plus âgés lui font confiance et je pense que c'est pas une mince affaire. Et quand on voit aujourd'hui à Reims Will Steele qui fait quand même voilà, une belle saison, depuis qu'il est arrivé, il fait une belle saison avec Reims. Régis Lebris à Lorient qui fait une très belle saison aussi. Voilà, et j'en oublie Francaise, pareil, à Lens, le travail qu'il fait. Je pense qu'il faut plus le juger sur sa capacité à fédérer plutôt que sur le parcours qu'il a. Et sur sa capacité à fédérer, ça, il n'y a aucun doute parce que toutes les équipes qu'il a entraînées, il a réussi à faire des belles choses. Avec Mont-de-Marsan, bon, c'était un niveau bien plus bas, mais n'empêche qu'il a réussi à les maintenir et après les faire monter et les stabiliser. Avec les U19, pareil, il a réussi à quand même à faire de très belles choses avec la réserve aussi. Donc moi, je l'envisage plutôt bien et voilà, il rappelle un petit peu à tout le monde quelles sont les valeurs du FC Nantes. Donc c'est pour ça aussi qu'on y croit beaucoup. C'est parce que il sait ce que c'est, parce qu'il a été formé à la maison, il a joué à la maison et maintenant il entraîne. Donc bon, pourquoi pas. Et à la différence de Antoine Camboiré, lui, il a vraiment un amour profond pour les jeunes du centre de formation. Avec Camboiré, bon voilà, et ça, c'est juste factuel. Je ne me prononce pas en disant ça, mais factuellement parlant, Camboiré, il n'avait pas de lien du tout avec les U19 et même avec la réserve. C'était très difficile. OK, non, mais c'est intéressant parce que du coup, à Valence, on est un petit peu dans la même situation où on se retrouve avec un ancien joueur en tant qu'entraîneur, mais qui n'a. Alors lui, il avait joué entraîné, pardon, en deuxième division, mais qui du coup n'avait pas d'expérience en première division et qui lui aussi a un lien plus fort que Oula, ou le français qui part en vrille. Prédécesseur. Merci. Que ses prédécesseurs avec les jeunes. Du coup, côté mercato, côté départ, côté arrivée, bah, alors tu as abordé Mostafa Mohamed, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et côté départ, qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment? Alors là, on a du fait du maintien, alors je mets des gros guillemets. On a du coup Andy Delors, pardon, Andy Delors qui est un joueur du FC Nantes. Pour combien de temps? C'est là où je mets le gros bémol parce Toujours bon de que le rappeler. ouais, parce que du coup c'est pas voilà voilà. Très sincèrement, je pense pas qu'il restera. C'est très compliqué. Lui, il a plus envie de rester. À Nantes, ça a été très compliqué. Euh, bon, j'ai pas envie de trop de me prononcer dessus, mais c'est un joueur quand même qui a un passé un petit peu compliqué. Partout où il est passé, ça s'est un peu mal fini. Donc je pense pas qu'il reste à Nantes. N'empêche que là, bon, il vient de signer du coup au FC Nantes. Mostafa Mohamed, donc c'est fait, c'est signé. On a la prolongation de Marcus Coco aussi. Ça, je sais pas si Louis, de qui il devait écouter, qui est dans le space, mais ça, il doit être ravi de la signature, de la prolongation de Marcus Coco. On a des prolongations aussi en pourparlers de Samuel Moutoussamy et de André Girotto. Pour le moment, c'est un petit peu bloqué parce que c'est apparemment sur le plan financier, le club et les joueurs n'arrivent pas à s'entendre. Comment vous dire que si André Girotto ne re-signe pas, je pense que je tombe en dépression à partir du moment où il ne re-signe pas. André Parce Girotto, que je que rêve de voir signer à Valence, hein, je te le dis.
Ouais, mais écoute, j'espère que ton rêve se réalisera pas, parce que ça serait mon cauchemar. Euh, non, c'est un joueur que j'admire parce il est très souvent dans l'ombre et je trouve que pour avoir discuté avec pas mal de supporters d'autres équipes en Ligue 1, c'est un joueur qui est énormément sous-coté, André Girotto. Mm. Enfin, nous, si on l'a pas, je sais pas ce qui se passe, hein, mais voilà, c'est un super mec, c'est un super joueur, voilà. Donc voilà, donc moi j'espère qu'il va re-signer bien sûr très très vite. Samuel Moutoussamy, on est très divisé côté supporter. On est plus d'avis qu'il faut passer à autre chose, mais de notre côté, bon, s'il faut le garder en doublure ou voilà, pourquoi pas. Ce qui nous fait un petit peu peur, c'est que là, il a terminé la saison capitaine avec Pierre Aristouille et que Pierre Aristouille l'apprécie beaucoup, notamment dans sa mentalité. Donc on n'est pas à l'abri qu'il reparte pas en plus capitaine. Donc voilà. Sébastien Corchia, c'est terminé. Il est en fin de contrat. Il ne re-signera pas, il ne reprolongera pas. Une très grosse perte humaine. En tant que joueur, pas forcément, mais une très grosse perte humaine. Voilà, c'est un super mec qui nous quitte là. Donc voilà. Donc c'est dommage. Et puis après, voilà, il y a les éternelles questions. Alban Lafont, Ludovic Blas. Bon, même si Ludovic Blas, il y a plus trop de secrets, il devrait partir assez rapidement. Alban Lafont, il devrait partir, mais pour le moment, ça se bouscule pas au portillon pour recruter Alban Lafont. Voilà. Ensuite, il y a Moussa Sissoko et Moses Simon qui sont aussi, qui ont une porte ouverte. Voilà. S'il y a une belle offre, ils seront pas conservés. Moussa Sissoko, ça serait vraiment, mais là c'est très personnel, ça serait plutôt une sage décision de s'en séparer parce qu'il a un salaire astronomique pour le FC Nantes et il nous apporte pas grand chose, on va dire. Donc voilà. Je crois que je n'oublie personne. J'espère qu'en tout cas, si j'oublie quelqu'un, mes amis du Space qui sont en train d'écouter pourront me le dire. Voilà, dans le chat. Et du coup, alors, tu as abordé Alban Lafont. Comment t'expliques un petit peu cette saison? Parce qu'il part septembre, peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais au mien, vraiment aux portes de l'équipe de France. Moi, c'est quelqu'un que j'aurais adoré voir avec les Bleus. J'aime beaucoup Alban Lafont. Puis j'ai fini par me résoudre au fait que Brice Samba le mangeait au vu de sa saison plus que moyenne, sa fin de saison plus que moyenne en tout cas. Comment t'expliques un petit peu ce qui s'est passé avec lui? Mais en fait, alors déjà nous en tant que, enfin nous dans le space et en règle générale en tant que supporter nantais, nous la question de Alban Lafont en équipe de France, c'était pas tant sur Brice Samba parce que Brice Samba est tout à fait légitime et ça il y a rien à redire là-dessus, c'est un excellent gardien. Nous c'était plus par rapport à Alban Lafont où on avait à Alban Lafont pardon, à Alphonse Areola où on avait Voilà. un petit peu plus de ouais voilà, on avait un petit peu plus de mal à Areola, il est là comprendre en pour fait la ce choix-là. continuité un petit peu. La continuité, la personnalité, tout ça, quoi. On connaît déjà. Oui, voilà, ouais, mais c'est clairement ça. Et c'est vrai que on s'attendait peut-être à avoir un renouveau complet avec Maignan. Bon, Maignan qui mange tout le monde, qui est largement dessus, ça, il n'y a rien à dire. Brice Samba, numéro 2, rien à dire. Par contre, c'est vrai qu'après, bon, on s'est dit pourquoi pas à la limite tester un gardien, un nouveau troisième gardien qui pourrait être dans la continuité. Enfin, dans la continuité, on va dire plutôt dans la projection. Puis bon, ça a été Alphonse Areola. Bon, voilà, c'est les choix de Didier Deschamps. Très sincèrement, je pense qu'effectivement, nous aussi, on s'attendait à avoir Alban Lafont, qu'on a été tous déçus parce que ouais, excellent gardien la saison dernière, le début de saison incroyable, vraiment rien à lui reprocher. En fait, force est de constater que Alban Lafont, quand tout va bien, il est exceptionnel. Par contre, quand tout va mal, eh ben, il se trouve, il est pas du tout confiant, il est dans les relances, il est très approximatif, il replace pas du tout sa défense, en fait, quand ça va pas, il a besoin de quelqu'un, je pense, pour lui mettre quelques coups de pied, quoi, et pour le recadrer, mais il n'a pas ce mental-là en fait qui ferait de lui potentiellement un gardien en équipe de France. Est-ce que Donc c'est tu ce penses qui est dommage.
Est-ce que tu penses que ça peut être lié à son âge? Parce que, alors, ça fait très longtemps qu'il évolue en pro, mais il faut pas oublier que ça reste un gardien, un jeune joueur particulièrement pour un gardien. Est-ce que tu penses que c'est un problème qu'il aura un petit peu, qui traînera avec lui, ou est-ce que tu t'envisages un monde quand même où il va évoluer là-dessus? Après, c'est vrai il a 24 ans, donc il a encore. On sait que les gardiens en général, ils ont leur meilleure période pas avant 26-27 ans. Enfin, sauf cas exceptionnel, bien sûr. Mais je pense qu'il peut évoluer dessus, mais il a besoin d'être dans un club stable qui va lui permettre de se concentrer vraiment sur lui et pas sur la situation du club. Et ça m'emmerde de le reconnaître, mais il faut le reconnaître parce qu'il faut être objectif. Mais aujourd'hui, l'environnement au FC Nantes, il n'est pas sain du tout. Enfin, tous les jeunes joueurs, il n'y a aucun intérêt pour eux de rester dans un environnement aussi malsain. On le voit encore aujourd'hui, le directeur général, qui est le fils du président, qui est en garde à vue. Il y a eu toutes les affaires avec l'histoire d'Emiliano Sala notamment. Il y a eu les affaires avec Moji Baya et les transferts un petit peu corrompus, on va dire, un petit peu mafieux. Donc c'est très malsain, et pour continuer à progresser, je pense que pour lui, il vaut mieux qu'il parte. Pour moi, ça me ferait beaucoup de peine parce que c'est un gardien aussi que j'aime beaucoup. Mais s'il veut progresser, je pense qu'il faut qu'il envisage son avenir ailleurs qu'au FC Nantes. Ok, bah écoute, dernière petite question pour conclure. Comme tous les autres, comment tu envisages la saison prochaine? Est-ce que tu es serein pour le maintien, ou est-ce que tu vois l'équipe un peu continuer dans le bourbier? Ouais, je vais pas mentir, je vois l'équipe continuer dans le bourbier. Euh, Allez, si vraiment je m'écoute, je me dis que peut-être qu'on peut essayer de se dire que, allez, entre la 12e et la 14e, ça peut être jouable parce qu'on n'est pas les seuls dans une situation aussi compliquée. J'ai une confiance aveugle en Pierre Aristouille, vraiment, je tiens à le dire. C'est vraiment quelqu'un qui a une idée de jeu qui est peut-être un peu vieillotte, un petit peu arriérée, avec notamment, tu sais, il y a ces histoires maintenant, depuis quelques années maintenant, mais de faux pieds Mm. dans tous les clubs maintenant, c'est des droitiers à gauche et des gauchers à droite. Pierre Aristouille n'est pas dans ce système-là. Là, il a replacé par exemple Quentin Merlin, qui est milieu de formation. Il l'a replacé ailier gauche, et c'est un gaucher. Donc, est-ce qu'il va revenir à un système un petit peu plus ancien, mais qui fonctionne très bien, et avec l'envie de créer du jeu et de mettre des ballons dans la surface? Parce que pour le moment, à l'heure où on se parle, on a des attaquants, Mostafa Mohamed et Andy Delors, qui sont des joueurs à qui il faut des bons ballons dans la surface. Mostafa, c'est pas un joueur qui va faire tout le travail tout seul. Ça, c'est une certitude. Par contre, s'il a un ballon dans la surface, là, il devient redoutable. Donc, il faut lui mettre des bons ballons, et j'ai une confiance aveugle en Pierre Aristouille pour essayer de développer du jeu. Malheureusement, comme d'hab, je pense qu'il sera pas aidé par sa direction, et que du coup, le mercato risque d'être un petit peu poussif. Il faut très sincèrement, il faut recruter 3-4 joueurs à mon sens. Et puis après, comme il l'a dit, s'appuyer sur 3-4 jeunes aussi de la réserve ou des U19. Et ça, c'est le mieux placé pour savoir quel jeune peut venir intégrer l'équipe première pour prendre peut-être une place dans ce groupe-là. Voilà. Ok, mais on a Skito44 qui nous dit que le plus important c'est de reprendre du plaisir au stade, et qui préfère finir à la 13e et voir du jeu que à la 7e et se faire chier au stade à gagner 1-0 à chaque fois. Perso, Ouais. c'est mon Et, humble avis, je relativise dans le sens où si ça te permet d'accrocher l'Europe, soyons terre à terre, ça fait des revenus qui sont pas négligeables, mais je comprends le fond du raisonnement. Ouais. Mais oui, moi je rejoins complètement ce que vient de dire Esquito. Je préfère aussi que l'année prochaine, on reparte entre guillemets avec une philosophie où on a envie d'intégrer des jeunes, où on a envie de proposer du jeu, où on a envie de prendre du plaisir à la Beaujoire et ailleurs aussi. Créer un petit peu ce qu'on a perdu depuis des années et des années. Plutôt que de se dire bon, on va proposer un jeu chiant à mourir, et bon, au petit bonheur la chance, peut-être qu'on va terminer en finale de Coupe de France et puis la regagner.
Moi, je préfère aussi finir 13e en intégrant des jeunes qui ne sont pas encore prêts, mais qui vont réussir à produire du jeu d'ici 2-3 ans. Finir 13e et puis voilà, faire un petit quart de finale en Coupe de France. Voilà, pourquoi pas. Si on crée du jeu et qu'on produit voilà, du plaisir et tout ça, franchement, pourquoi pas, ouais. Et Skito, pour conclure, qui nous dit surtout se maintenir sans trembler par pitié. Bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. Et bah écoute, Ouais. merci pour tout. Pardon, vas-y. Non, non, et j'allais dire, je vous le souhaite aussi à vous, du coup, puisque vu qu'on s'est maintenu un petit peu, un petit peu de la même façon Au au petit dernier bonheur, moment, la chance. voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, bah écoute, merci énormément pour ton intervention, c'était très intéressant. Et on va Merci passer... à vous pour l'invite. Non, vas-y, vas-y. Non, merci à vous pour l'invite, voilà. Ce fut avec plaisir. Donc, on passe à Valencia Club de Football avec Chris. Chris, oublie pas de te démute si jamais. Ok, donc on n'a pas Chris pour l'instant. Si jamais Chris tu m'entends, n'hésite pas à essayer de voir. Non, Chris ne s'est pas endormi parce que Chris est démute sur Discord, donc Chris a un problème de son. Je vais prendre la relève du coup en attendant, ça tombe bien. Et Chris, du coup, si jamais tu règles ce problème de son, n'hésite pas à me couper la parole et puis je te laisserai prendre le relais du coup. Et alors pour vous parler de Valence un petit peu en improvisé, on fait une première partie de saison intégralement dans le top 12 quasiment, sauf la troisième journée il me semble où on est 14e, mais bon comme c'est le tout début, ça compte pas trop on va dire. Et c'est à la 19e journée, donc pile au milieu de saison, que on rentre dans la vraie bataille pour le maintien. Mais pour moi, on en parlait un petit peu de cette coupure Coupe du Monde, etc. Et en fait, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a eu toute une période entre le 2 octobre et le 20 février où on a encaissé un nombre incalculable de buts dans les 10 dernières minutes. Et je me suis amusée à faire le petit calcul l'autre jour. Nous avons perdu un total de 22 points dans les 20 dernières minutes de jeu entre le 2 octobre et le 20 février, et un total de 17 points dans les 10 dernières minutes des matchs. Sachant qu'avec 22 points en plus, on serait à la 5e ou voire à la 6e place en Europa, et avec les 17 points, on serait à la 7e. Alors évidemment, c'est à mesurer, hein, parce que les autres équipes auraient pu également faire des parcours différents, et de toute façon, forcément, tu vas encaisser quand même quelques buts dans les derniers moments du jeu, ça arrive. Mais le fait que ce soit arrivé autant, donc par exemple, c'est arrivé le 2 octobre, le 7 octobre, le 18, le 22, le 29. Ensuite, il y a eu la pause Coupe du Monde, le 31 décembre, le 23 janvier, le 29 janvier, le 11 février, puis le 20 février. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a vraiment été une phase, on est rentré dans une phase un petit peu spatio-temporelle au club où on n'était pas fichu de finir un match. Donc, excusez-moi, hein, j'essaie de voir en même temps si Chris résolut son problème. Donc voilà, on a eu toute cette phase qui a été bourbier et au final où on n'est pas encore à ce moment-là dans une bataille pour le maintien, mais qui nous plombe complètement en deuxième partie de saison, parce que comme on l'avait dit pour Leicester, on se retrouve ensuite dans un contexte où on a une équipe qui est une équipe du ventre mou, hein. On va pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Je pense que le grand Valence des années 2000 j'ai pas envie de dire mort parce que ça me fait trop mal, mais est très 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 loin. Et on n'a pas une équipe clairement qui est capable réalistiquement de jouer l'Europe. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus une équipe. On a des joueurs comme José Luis Gaya qui est capitaine, qui qui, qui ne s'attendaient pas, à mon humble avis, à se retrouver dans cette position.
Et c'est un avis que pas forcément tout le monde partage, mais personnellement, j'ai eu cette sensation d'un joueur qui, alors il a toujours été très bon quand l'équipe allait bien, mais qui s'est, pas effondré, pas en termes de niveau sur le terrain, mais en termes de leadership. Donc comme j'ai dit, c'est notre capitaine. En termes de leadership, vis-à-vis de ses coéquipiers, qui n'a, à mes yeux, pas été au niveau malheureusement. Et on sentait une équipe qui tremblait, hein, tout simplement, une équipe qui n'était pas capable de de redresser la tête et une équipe, qui semblait défaitiste, à chaque fois qu'elle encaissait un but, qui semblait incapable de se battre, incapable de revenir. Alors, ça s'est un petit peu amélioré, à partir j'ai dû le noter quelque part, je l'ai plus sous la main, mais vers, vers février-mars, ça a dû s'améliorer un petit peu avec notamment, Justin Kluivert qui a enfin un petit peu, montré que oui, il pouvait apporter à l'équipe après un début de saison, fort décevant de sa part et qui a un petit peu aidé l'équipe à se relancer et à se remettre la tête à l'endroit, en tout cas. Pas autant qu'on l'aurait aimé, mais déjà un petit peu plus. On n'a aucune victoire entre le 10 octobre et le 25 février, par exemple, typiquement. Et il y a une seule fois dans la saison où on a enchaîné 2 victoires. Non, il y a eu 2 fois. Mais la première fois de la saison où on enchaîne 2 victoires, ça arrive, heu, ça arrive face à Valladolid et ça se passe, il me semble, courant mars, fin mars, voire même avril. J'ai pas le truc sous les yeux, donc je peux pas vous le dire à 100, mais ça arrive très tard dans la saison, particulièrement pour une équipe comme Valence. Je pense que c'est du jamais vu, du moins dans les années récentes. On a eu un match qui a été assez clé pour le maintien à mes yeux, même clé tout court, pas assez. Ça a été le match face au Real. Euh, alors malheureusement, comme vous avez dû le savoir, ça a été un match qui a été complètement gâché par les actions de personnes. J'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet parce que c'est c'est juste des choses qui n'ont rien à faire dans un stade de foot et qu'on espère ne plus jamais revoir à Mestalia. Mais donc une fête gâchée par ce racisme envers Vinicius. Mais néanmoins, sportivement parlant, ça reste le tournant de notre saison parce que t'obtiens une 3 points face à une des meilleures équipes d'Espagne. Tu trembles, certes, mais forcément, quand tu joues face au Real et que t'es pas un des grands du championnat, tu vas trembler quoi qu'il arrive. Et, euh, et ça a donné un relan, on va dire, un relan de confiance. Et puis un autre match qui a été peut-être pas aussi clé, mais important également, ça a été face à Valladolid, justement. Euh, donc ce match qui nous permet d'enchaîner 2 victoires d'affilée avec un but dans les dernières secondes de jeu du jeune Javi Guerra, qui a 19 ou 20 ans, qui venait de faire ses premières minutes avec la A, qui nous met un but absolument sensationnel sorti de nulle part pour nous offrir les 3 points. Et ça a été aussi un petit peu ce renouveau, parce que du coup, il y a plusieurs petits jeunes qui sont arrivés depuis la réserve. Et c'est vraiment eux, tout simplement, qui nous ont sauvés. Parce qu'on a Diego Lopez qui nous marque 3 buts de passes décisives, il me semble, qui fait 5 contributions. Mais du coup, ouais, c'est totalement grâce à ces jeunes-là que Valence se maintient. Et pour moi, c'est de fait lié à ce but de Javi Guerra qui lance comment dire, une espèce de confiance parmi ces jeunes-là. Alors forcément, on sait que chez les jeunes, il y a beaucoup d'insouciance, mais ça a été clé quand même. À noter que c'est une saison qui, bizarrement, ne reflète pas tellement les stats pures. Enfin, disons que notre résultat catastrophique, hein, on termine 16, 17e, je sais même plus, j'avais envie de déconnecter, je veux pas vous mentir. 16e, il me semble. Mais c'est une saison qui, si on regarde les stats basiques,
où on se dit que Valence ne devrait pas être à cette place parce qu'on termine avec 42 buts marqués, 14e meilleure attaque. Alors, certes, c'est pas sensationnel, pardon, mais 45 buts encaissés et 11e meilleure défense. Donc, comme je le disais il y a peu, c'est vraiment la base du ventre mou, hein, et on s'imagine pas forcément aussi bas, sachant d'ailleurs qu'on termine 9e en expected goals against, donc en 6e, pardon, en expected goals against, donc à savoir que seulement 5 équipes ont encaissé moins de buts que prévu. Donc ouais, franchement, c'est à double tranchant parce que quand on voit les matchs, on se dit qu'on mérite totalement d'être là où on est. Et quand on regarde les stats, on se dit qu'au final, peut-être pas. Donc, c'est un petit peu dur à expliquer. Moi, personnellement, je l'ai expliqué par ce manque de leadership, un petit peu le nœud à la gorge qu'on peut avoir quand on a peur, les jambes qui tremblent, tout ça. J'avoue avoir du mal à l'expliquer différemment. Et sinon, pour regarder un petit peu plus loin que l'équipe et que le terrain, tout simplement, bah, il se passe que comme au FC Nantes, on a une direction qui est tout simplement honteuse depuis de nombreuses années maintenant, depuis le rachat du club. On a un propriétaire qui vide les caisses du club petit à petit. On a un propriétaire qui a acheté le club sans aucune garantie. On a un stade qui est en construction depuis une dizaine d'années qui n'a toujours pas vu le jour malgré les promesses. Un propriétaire donc qui n'investit plus. Sur les 3 dernières saisons, on a investi un maximum de 10 millions d'euros, grosso modo, par saison. Et non seulement on n'investit plus, mais on investit très mal depuis le départ d'Alemany au Barça et le départ de Pablo Longoria pour l'OM. Donc on s'est retrouvé avec des transferts qui tout simplement ne sont pas concluants. Je pense notamment à Edinson Cavani qui nous a rejoint en début de saison. Alors beaucoup étaient très contents. Personnellement, j'étais très méfiante parce que bah, je me doutais bien qu'on n'allait pas récupérer le Cavani du PSG. Il avait été souvent blessé avec Manchester, même sur sa fin au PSG. Et bah malheureusement, ça s'est confirmé, hein, parce que au final, il nous plante 5-6 buts de mémoire. Et il est très souvent blessé, il est absolument fantomatique dans le jeu. Donc on a un autre attaquant qui s'appelle Hugo Duro qui n'est pas non plus incroyable cette saison en termes de stats purs, mais qui lui a au moins le mérite de bouger sur le terrain, de créer des espaces, de faire des appels, de bouger la défense. Contrairement à un Edinson Cavani qui se fait encenser par par les commentateurs de beIN pour des raisons qui m'échappent encore. Mais bon, chacun son chouchou. Donc voilà, dans le transfert raté, ça a été, c'est un joueur qui, vous vous en doutez, en termes de masse salariale, pèse énormément sur les comptes de Valence qui sont déjà à l'agonie. On fait venir Justin Kluivert qui, moi personnellement, ne m'a pas convaincu. Je sais que beaucoup de supporters sont déçus qu'il ne signe pas définitivement à Valence, puisqu'on le rappelle, il va partir à Bournemouth. Mais je vous avoue que pour les tarifs évoqués, personnellement, je suis plutôt satisfaite qu'on ne mette pas cette somme sur lui. Parce que il faut lui reconnaître cette bonne fin de saison et ce nouvel élan qu'il a su donner et tout simplement le leadership offensif qu'il nous a apporté, contrairement à Cavani. Mais ça reste pour moi un apport trop faible sur une saison entière. Son début de saison est complètement anonyme. On recrute en prêt également Samuel Lino de l'Atlético qui nous est vendu comme un crack absolu et qui au final est un joueur très personnel, un joueur qui a tendance à partir un petit peu dans ses dribbles et dans son monde et qui oublie un petit peu qu'il n'est pas Messi. Donc peut-être que ça se passera mieux pour lui dans une équipe supérieure,
En toute honnêteté, j'y crois très peu, mais voilà, encore un joueur qui a été recruté et qui n'a pas apporté ce qu'on souhaitait. Maintenant, pour la saison qui vient, je vous avouerai que, comme Emeric, je suis extrêmement dubitative sur ce qui va se passer. Pour moi, je l'ai dit et je le redirai toujours, tant que le club n'est pas vendu, la relégation nous pend au nez. Elle arrivera, je ne sais pas si ça sera la saison prochaine. Peut-être même qu'on aura une belle saison entre-temps. Mais à terme, ce club est voué à descendre pour moi, tant qu'on reste avec ce propriétaire qui, très clairement, n'en a rien à faire du club. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans, ou 10 ans même qu'il est à la tête du club, qu'il a dû foutre 2 ou 3 fois les pieds à Mestalla. C'est quelqu'un qui est absent, qui n'a aucune connaissance du foot, mais qui se permet de tout vouloir gérer lui comme s'il avait la moindre connaissance. Et on peut bien noter d'ailleurs ce fait, puisque au final, quand le club revit après des années dans le ventre mou, c'est sous justement ce trio magique qu'on a eu de Alemany, Longoria et Marcelino. 2 saisons d'affilée où on finit top 4, où on joue la Champions, on gagne une Copa del Rey en 2019. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote sympa, on s'est retrouvés à commencer la saison 2019-2020 avec Marcelino à la tête de l'équipe. Marcelino qui a finalement été renvoyé très tôt dans la saison, en septembre il me semble, car il avait eu le culot de gagner la Copa del Rey ainsi que de terminer top 4, alors que Peter Lim lui avait expressément demandé de se concentrer sur le championnat pour s'assurer la qualification en Ligue des Champions. Donc concrètement, Marcelino a eu le tort de trop réussir, tout simplement. Il a eu le tort de ne pas écouter Lim qui lui demandait de renoncer à la Copa, de jouer les deux, de réussir à obtenir les résultats voulus en championnat, et ça n'a pas plu. Donc pour vous donner une idée du bonhomme qui gère notre club, voilà, c'est ce qu'on doit vivre malheureusement. Et donc on est dans des situations où on sait que quoi qu'il arrive, malheureusement, même si on a le bonheur un jour de revivre une belle saison comme ça a pu être le cas au passé, c'est voué au final à se finir un peu en notre boudin. Et du coup, bah, on se dit comment on peut être optimiste tant qu'il est à la tête du club, sachant que bah voilà, sachant ce qui s'est passé avant, tout simplement. En termes de départ, on va probablement perdre le meilleur joueur de notre saison dernière, à savoir notre gardien Mamadashvili, qui était cité fut un temps vers Leicester, qui, je pense maintenant, quoique Leicester les clubs anglais ayant de bien plus belles finances que nous, ça reste peut-être une option, mais qui est peut-être un petit peu plus froide qu'avant. Pour moi, c'est un gardien, si tu le vends bien, qui devrait être vendu 40-45 millions, de par son jeune âge et sa solidité. Alors, faut nuancer, il a quand même fait quelques petites boulettes par-ci par-là, surtout quand les rumeurs ont commencé à circuler, d'ailleurs. Donc je pense qu'il était un petit peu déstabilisé par ça. Mais c'est quand même un gardien qui est extrêmement prometteur et déjà très solide pour son âge. Donc bien vendu, ça devrait être 40-45, mais les rumeurs disent que autour de 20 millions, ça devrait partir. Donc encore une fois, des ventes calamiteuses. On a également Younous Moussa qui devrait partir. Du côté, il me semble que les Milan sont intéressés. Il y avait également des clubs en Première Ligue qui étaient intéressés fut un temps. Younous Moussa qui également devrait partir pour une vingtaine de millions. Alors pour le coup, ça serait à mon humble avis très bien vendu. Je lui laisse le bénéfice du doute, sachant que c'est un jeune joueur et que cette saison-là est vraiment sa première où il a été catastrophique. Donc on peut imaginer un monde dans lequel il reprend du poil de la bête ailleurs. Je le lui souhaite, hein, je lui veux aucun mal. Mais en récupérer 20 millions serait une très bonne chose. Alors, je rattrape un petit peu le chat.
Le Valence des années 2000 est endormi absolument. Et il est non seulement endormi, mais il est en hibernation de long terme. Ensuite, c'était serré le bas du classement. Le Celta, qui est 13e, n'était qu'à un point devant vous. Oui, oui, ça a été une saison en Liga qui a été titanesque en termes de bataille pour le maintien. On a vraiment souffert jusqu'au Vous bout. m'entendez? Eh ben le voilà, le Chris. Pile au moment où il faut con- Pile au moment où il faut conclure. Pas de bol. Euh, Et quel accent? Bah écoute, merci. Merci à toi. D'ailleurs, c'était toi qui l'avais posté. Je prends. Ouais, Tout à fait, je prends avec tout à plaisir. fait. Bon, Le est-ce meilleur pour la fin, que... comme on dit. Voilà. Alors, on avait une question aussi. Est-ce que Carlos Soler, c'était un bon atout pour Valence? Absolument. Carlos Soler, c'est un joueur qui était notre tireur de coups de pied arrêtés, chose sur laquelle on a énormément perdu cette saison en qualité. C'était un de nos atouts les saisons passées et les coups de pied arrêtés, hein, j'entends. Et la perte de Carlos a, a complètement, complètement anéanti nos chances de marcher sur coups de pied arrêtés. C'était assez catastrophique cette saison. Votre latéral, Thierry Correa, ça vaut quoi? Il est pisté par Marseille, il a la Lazio. Alors, Tu Thierry me permets, je Correa, peux commencer? ouais, vas-y. Euh, Thierry Correa, si tu as pas eu l'occasion de t'y rendre, on en a parlé sur notre débrief de la saison de Valence. Et je pense qu'on a été plutôt juste. C'est un joueur qui est très moyen. Je pense que Anne sera d'accord avec moi. Euh, Tout à fait. Honnêtement, pour l'Olympique de Marseille, j'aurais tendance à vous dire orientez-vous, si vous pouvez en tout cas, sur un profil un peu plus qualitatif, parce que honnêtement, Thierry Correa, c'est ce qu'on disait entre nous, c'est un profil qui va bien, et encore, pour la situation dans laquelle est Valence ces dernières saisons, mais c'est pas un profil, et en tout cas, à mon sens, et au sens de plusieurs observateurs La Liga, c'est pas un profil qui apporte vraiment une grosse plus-value. Au contraire, à Valence, on fait avec parce que bah, on n'a pas forcément mieux. En tout cas, à part peut-être Dimitri Foulquier, mais encore même lui est un peu juste. Donc je vais laisser Anne étayer mes propos, mais je pense qu'on va se rejoindre sur l'analyse en tout cas. Non, bah tout simplement, c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas le potentiel de jouer dans un club qui joue l'Europe, hein. Je pense que je l'avais dit dans le bilan qu'on avait fait, je ne comprends pas pourquoi ce joueur a la cote, tout comme Younous Moussa. Alors Younous Moussa, ça se comprend un peu plus de par le fait que c'est sa première saison, il est vraiment en deçà. Avant, il débarque dans le monde pro, il est plutôt intéressant. Cette saison, il a été un de nos pires joueurs, mais on peut se dire que les saisons en deçà, ça arrive. Maintenant, clairement, le Correa, il n'a jamais été bon. Je ne l'ai jamais trouvé bon. Pourtant, j'ai voulu y croire, hein. J'étais, j'étais une des seules qui a voulu y croire, mais non. Non, franchement, j'ai du mal. Donc, toi qui es tifosi de la Lazio, je ne peux que te souhaiter de ne pas te retrouver avec ce joueur dans ton club. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. J'aime pas insulter le foot en affirmant des choses à 100%, mais de ce qu'on a pu vivre avec Valence, non, je ne pense pas qu'il a le potentiel pour jouer au niveau d'un club comme la Lazio ou comme l'Olympique de Marseille, ou même comme devrait l'être Valence. Et Skito44 qui nous dit que Valence est tombé dans l'anonymat derrière les géants, Barcelone, le Real, l'Atlético, Séville et Villarreal. Alors je suis d'accord partiellement dans le sens où pour moi Valence a au final, ça fait mal de le dire, mais au final, comparé au Barça et au Real, l'époque où Valence rivalise contre eux est relativement limitée dans l'histoire de la Liga. Je nous mettrai malheureusement pas non plus au niveau de ces géants-là. Maintenant, ce qui de fait extrêmement mal, c'est que fut un temps, Valence était le troisième club espagnol de très 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 loin. Je pense que maintenant, les nouvelles générations, je parle comme si j'avais 50 ans. Mais, mais je pense que maintenant, on a plutôt tendance à n'avoir connu que l'Atlético comme troisième grand club espagnol.
il faut se rendre compte qu'à l'époque de la belle époque de Valence, l'Atlético est anonyme en Espagne. Donc ce qui fait très mal, c'est de nous voir tomber derrière justement ces clubs comme l'Atlético. Ils ont aussi extrêmement progressé de leur côté, donc il faut nuancer. Mais des clubs comme Séville ou particulièrement le rival local Villarreal, ça de fait ça fait mal parce qu'on voit des clubs qui ont eu des phases compliquées également, mais qui ont su rebondir, qui ont su évoluer. On vend, pour reparler de la gestion de notre cher Peter Lim, on vend Coquelin et Parejo, notre ancien capitaine, pour un total, pour les deux, de 6 millions à notre rival Villarreal. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, mais c'est c'est vraiment vendre votre milieu de terrain titulaire qui devait en valoir grand minimum une quarantaine de millions à l'époque pour 6 millions. Voilà. Donc c'est catastrophique. Mais bon, si on devait parler de cette gestion-là, on en aurait pour des heures et je pense on a bien déjà fait durer le live. Donc voilà, je vais vous remercier tous intervenants d'être venus ce soir. Merci à vous sur le chat d'avoir suivi et d'avoir participé. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit en début de live, si vous voulez réécouter certains passages, la VOD sera disponible demain soir sur YouTube. J'enverrai les liens à vos clubs entre guillemets respectifs sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez retrouver les intervenants, comme je vous l'ai dit, les arrobas Twitter sont dans la bio de la chaîne Twitch et seront disponibles dans la description de la vidéo demain soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et écoutez, merci encore une fois à tous d'avoir été présents. Ciao! Salut, merci à toi. Au revoir. À tous, bonne soirée.